Salam alaikum, soyez les bienvenus sur la chaîne Ulum Hayat wa Ard SVT Maroc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va corriger l'examen de la région orientale de la session de juin 2023. La première partie, la partie de la restitution des connaissances. Première question, associer par des flèches chaque terme de la liste A à ce qui convient dans la liste B. La liste A contient les termes suivants: la drogue, le tendon, le coronavirus et le microbe. La liste B contient les éléments suivants: fixe le muscle à l'os, un danger pour le système nerveux, est un être vivant et invisible à l'œil nu, est un virus. Pour la drogue, bien sûr, les drogues ou la drogue, c'est un danger pour le système nerveux, c'est-à-dire B. Le tendon, c'est la partie du muscle qui le fixe à l'os. Donc c'est A. Le coronavirus, comme son nom l'indique, il s'agit d'un virus, donc c'est un virus, c'est D. Le microbe, bien sûr, c'est un micro-organisme, c'est-à-dire un être vivant invisible à l'œil nu. Deuxième question, il existe une seule suggestion correcte, cochez la bonne réponse. Premièrement, les cellules immunitaires sont des globules blancs, globules rouges, plaquettes sanguines ou micro-organismes. Bien sûr, les cellules immunitaires, ce sont des globules blancs. A. La bonne réponse, c'est A. Deuxième phrase, le pouvoir pathogène de certains microbes réside dans la multiplication lente et la sécrétion des anotoxines, la multiplication rapide et la sécrétion des toxines, la multiplication lente et la sécrétion des anticorps, ou la multiplication rapide et la sécrétion des anatoxines. Bien sûr, la bonne réponse, c'est B, la multiplication rapide et la sécrétion des toxines. Troisième question, répondre par vrai ou faux à chacune des propositions ci-dessous. Premièrement, chez les champignons, la reproduction peut se faire par sporulation. Bien sûr, quelques champignons peuvent se multiplier par des spores. On dit qu'ils ont un mode de multiplication dit la sporulation. Donc la première phrase est juste. C'est vrai. La deuxième proposition, la fibre musculaire est une cellule ayant une forme allongée et en formant plusieurs noyaux. Oui, la fibre musculaire, il s'agit d'une cellule musculaire qui contient de forme allongée et qui contient plusieurs noyaux. Donc, la deuxième proposition est aussi juste. Donc, on va écrire aussi C dans la deuxième case, vrai. Troisième proposition, la réponse immunitaire naturelle nécessite l'intervention du lymphocyte T. La réponse immunitaire naturelle, bien sûr, nécessite l'intervention des lymphocytes T. Cette proposition est fausse car les lymphocytes T interviennent pendant la réponse immunitaire acquise et non la réponse immunitaire naturelle. Donc, c'est faux. La troisième proposition est fausse. Quatrième proposition, la réaction inflammatoire est une réponse spécifique et immédiate. Il s'agit aussi de la réaction inflammatoire, elle fait partie de l'immunité naturelle. Il ne s'agit pas d'une réponse immunitaire spécifique. Et donc, il est fausse. Faux. Quatrième question. La structure microscopique ci-dessous représente un élément qui participe aux fonctions de relation. Indiquez pour chaque numéro de schéma le nom qui lui correspond en utilisant les termes suivants: dendrite, corps cellulaire, arborisation terminale et accent. Le numéro 1, bien sûr, il s'agit d'un schéma d'un neurone qui contient un corps cellulaire, c'est le numéro 2, avec des prolongements cytoplasmiques des dendrites. Donc le numéro 1, c'est dendrite, 2, c'est le corps cellulaire, et 3, c'est l'axone qui se termine par l'arborisation terminale, c'est le numéro 4. Donc je répète, 1, c'est dendrite, 2, corps cellulaire,
3 axones et 4 arborisations terminales. On passe maintenant à la deuxième partie. Le premier exercice, dans la cuisine, par manque d'attention, une maman a touché une plaque brûlante et l'a retiré rapidement sa main. À partir des données ci-dessus, précisez la nature de cette activité nerveuse. Puisque la maman a touché une plaque brûlante sans faire attention et elle a retiré rapidement sa main, il s'agit donc d'une activité nerveuse involontaire ou bien ce qu'on appelle le réflexe. C'est un réflexe ou motricité involontaire. Afin de déterminer le trajet de l'influx nerveux lors de cette activité nerveuse, on vous propose le document suivant. Voilà le document. La plaque brûlante, la main de la maman en deux positions. La première position en grise, qui montre la main lors de le toucher de la plaque brûlante, et la deuxième position après le retirement de la main. Et bien sûr, la moelle épinière et les muscles de la main et les fibres nerveuses. Deuxième question. Déterminez le type de fibres nerveuses 1 et 2. Fibres nerveuses 1 et 2. Pouvez déduire la nature de l'influx nerveux transmis par chaque type de fibre en remplissant le tableau ci-dessous. Bien sûr, les fibres nerveuses, pour déterminer la nature d'une fibre nerveuse, surtout les fibres nerveuses représentées dans ce schéma, on va suivre chacune de ces fibres nerveuses. Par exemple, si l'on commence par la fibre nerveuse numéro 1, elle se termine dans la peau de la main. Il s'agit donc d'une fibre nerveuse qui transmet ou liée à un organe de sens. Donc, c'est une fibre nerveuse sensitive. Par contre, la fibre nerveuse 2, elle est liée à un muscle biceps, donc il s'agit d'une fibre nerveuse motrice qui transmet bien sûr l'influx nerveux moteur. Et la fibre nerveuse sensitive transmet l'influx nerveux sensitif. Donc, pour compléter ou remplir le tableau, la première case, les fibres nerveuses numéro 1, type des fibres nerveuses. Bien sûr, numéro 1, c'est une fibre nerveuse ou des fibres nerveuses sensitives. La nature de l'influx nerveux transmis, c'est l'influx nerveux sensitif. La fibre nerveuse 2, elle fait partie des fibres nerveuses motrices et elle transmet, la nature de l'influx nerveux, c'est l'influx nerveux moteur. L'arrivée de l'influx nerveux de la moelle épinière au muscle de la main a provoqué la contraction du biceps et le relâchement du triceps. Le biceps et le triceps, ce sont deux muscles antagonistes, c'est-à-dire lorsque le biceps, par exemple, se contracte, le triceps se relâche. Troisième question, déduire les deux propriétés du muscle mises en évidence après cette action de la maman, c'est-à-dire retirer la main rapidement. Les propriétés des muscles mises en évidence après cette action, c'est d'abord la contractibilité, c'est-à-dire que le muscle se contracte après l'excitation. L'excitation ici, c'est l'influx nerveux moteur. Et puisque le muscle est excitable par l'influx nerveux moteur, on dit qu'il se caractérise aussi par la propriété ou la caractéristique de l'excitabilité. Donc les deux propriétés sont l'excitabilité et la contractilité. Quatrième question. D'après ce qui précède, réalisez sous forme de schéma le trajet de l'influx nerveux lors de cette activité nerveuse. Donc on peut schématiser le trajet de l'influx nerveux lors de cette activité nerveuse qui est une activité bien sûr
réflexe, ou bien c'est un réflexe médullaire qui fait intervenir la moelle épinière, où cette dernière joue le rôle de centre nerveux réflexe. Donc, on va présenter la réponse de cette question sous forme des, des carrés, par exemple, ou bien des cases, dans lesquelles la première case, on va mettre dans la première case, par exemple, la peau. C'est la peau qui va recevoir un stimulus thermique, c'est-à-dire la chaleur de la plaque brûlante, qui joue ici le rôle de stimulus. Donc, la stimulation de la peau par la plaque brûlante sous forme d'une case. On va mettre à l'intérieur de la case, la première case, la peau. La stimulation de la peau va générer l'influx nerveux sensitif. Donc, on va présenter l'influx nerveux sensitif sous forme de flèche. Donc, une flèche qui va lier entre la première case et la deuxième case qui contient les fibres nerveuses, bien sûr sensitives, présentées dans le schéma par les fibres nerveuses 1, numéro 1. Les fibres nerveuses numéro 1, ils vont jouer le rôle de conducteurs sensitifs qui vont conduire ou transmettre l'influx nerveux sensitif. Et après la case de les fibres nerveuses sensitives, on va mettre de nouveau une nouvelle case, la troisième case, avec une flèche entre la deuxième et la troisième. Une flèche qui représente toujours l'influx nerveux sensitif. Et dans la troisième case, on va mettre la moelle épinière qui va jouer le rôle de centre nerveux réflexe, dans laquelle l'influx nerveux sensitif est converti en influx nerveux moteur. Après la moelle épinière, avec d'autres flèches, une nouvelle flèche qui représente cette fois l'influx nerveux moteur. Après la case de la moelle épinière, donc on va mettre une nouvelle case qui représente les fibres nerveuses motrices. Ce sont les fibres nerveuses 2 dans le schéma. Et après les fibres nerveuses, bien sûr, la case des fibres nerveuses motrices, avec une flèche, on va mettre la dernière case, une flèche qui est reliée entre la troisième et la quatrième case et la dernière case qui représente les muscles. Le muscle, je le relie ici de l'organe effecteur qui va recevoir l'influx nerveux moteur. Les muscles de la main, bien sûr. Et les muscles de la main. Deuxième exercice et dernier exercice. Le botulisme est une intoxication alimentaire causée par une bactérie nommée bacille botuliниque. Pour comprendre certains aspects de la réponse immunitaire dirigée contre cette bactérie, on vous propose l'étude des résultats expérimentaux représentés dans le document 1. Voilà, document 1. Au document 1, la première question explique la survie de la souris B et la mort de la souris C. Voilà d'abord l'expérience 6 mois. L'injection de toxine botulinique, une toxine bactérique, à une souris A conduit ou entraîne la mort de cette souris. Ce qui signifiait que cette toxine est mortelle pour les souris. Si l'on injecte maintenant un sérum d'un animal guéri de botulisme à une souris B, et après on injecte cette souris de la toxine botulinique, le résultat c'est la survie de cette souris. Par contre, si l'on injecte des lymphocytes T d'un animal guéri aussi de botulisme à une souris C, et après on injecte la même souris de toxine botulinique, cette dernière c'est-à-dire la souris C, va mourir. Donc, comment expliquer la survie de la souris B et la mort de la souris C? Donc, l'injection de le sérum injecté à la souris B a neutralisé l'effet de la toxine botulinique.
ce qui explique la survie de la souris B. Par contre, les lymphocytes T que contient les lymphocytes injectés injectés à la souris C n'ont aucun effet protecteur contre la toxine botulinique, ce qui explique la mort de la souris C. Deuxième question, déduire en justifiant votre réponse le type de la réponse immunitaire dirigée contre la toxine botulinique. Puisque le sérum est efficace contre la toxine botulinique, c'est-à-dire le sérum et le sérum, si le sérum contient bien sûr des anticorps spécifiques. Donc il s'agit d'une immunité acquise à médiation ou à voie immorale qui fait bien sûr intervenir des anticorps spécifiques. Donc la réponse ici qu'on va écrire sous la deuxième question, c'est il s'agit de l'immunité acquise à médiation immorale car il fait intervenir des anticorps que contient bien sûr le sérum injecté à la souris B par exemple. Pour déterminer l'importance de la vaccination contre la bactérie botulinique, on suit l'évolution de la quantité d'anticorps spécifiques dans le sang de 2 lapins infectés par cette bactérie. Le lapin A n'a pas été vacciné alors que le lapin B a été vacciné contre la même bactérie. Le document 2 représente les résultats obtenus. Comparer la réponse immunitaire contre la bactérie botulinique chez les 2 lapins A et B. Si l'on commence par la réponse immunitaire contre la bactérie botulinique chez le lapin A, après l'injection de la bactérie botulinique, le lapin, c'est un lapin non vacciné bien sûr contre cette bactérie. Si l'on injecte à cette bactérie, à ce lapin, c'est-à-dire le lapin A, une bactérie ou une injection qui contient des bactéries botuliniques, on ne voit pas l'apparition des anticorps spécifiques dans le sang de ce lapin qu'après une semaine. Et la quantité produite par ce lapin, la quantité des anticorps spécifiques, dirigés bien sûr contre la bactérie botulinique, est faible. Il ne dépasse pas des unités arbitraires. Et elle n'atteint pas cette valeur maximale qui est de 2 unités arbitraires presque au bout de 3 semaines. Par contre, pour le lapin B, qui est vacciné contre cette bactérie, l'injection de la bactérie botulinique entraîne une élévation ou une production importante et rapide d'anticorps spécifiques par ce lapin. Et la production de ces anticorps atteint une valeur maximale presque au bout seulement d'une semaine. Une valeur maximale qui est presque de 1000 unités arbitraires. Quatrième question, expliquez la différence observée entre la réponse immunitaire chez les 2 lapins. Contrairement au lapin A, la vaccination de lapin B contre la bactérie botulinique a stimulé son système immunitaire. Ceci a permis, après l'injection par la bactérie botulinique, l'injection de ce lapin par la bactérie botulinique, il a permis la production d'une grande quantité d'anticorps spécifiques anti-bactéries botuliniques, qui atteint une valeur maximale de 1000 unités arbitraires. Bien sûr, une production rapide et importante de quantité d'anticorps grâce à la formation des lymphocytes B mémoire après la vaccination de lapin B. Par contre, le lapin A, qui n'a pas été vacciné, donc la formation des lymphocytes B mémoire
après l'injection de la bactérie botulinique nécessite une durée plus longue. Donc la production des anticorps après la formation des lymphocytes B-moi sera faible, ce qui entraîne une faible quantité d'anticorps spécifiques produits par le lapin A.